Lutter contre les pollutions marines et littorales, préserver la biodiversité des fonds marins depuis le 10 mai 1976 et la signature officielle de l'accord Ramoge. Monaco, la France et l'Italie travaillent main dans la main et mènent ensemble une recherche au niveau international sur la biodiversité en Méditerranée dans une zone pilote entre la Spezia et Marseille. Dans ce cadre-là, une expédition sous-marine s'est déroulée au large de la Principauté mardi matin en collaboration avec l'ISPRA, l'Institut supérieur pour la protection et la recherche scientifique pour l'environnement, basé à Rome. C'est une première quand même, et donc on a pu bénéficier dans le cadre de la coopération du bateau de l'ISPRA, qui est un bateau de recherche, et c'est la première fois qu'on fait ça dans le cadre de Ramoge, et peut-être on pourra le développer après. En effet, on a eu la possibilité de cartographier des fonds, des zones vraiment intéressantes, on peut dire des hotspots de la biodiversité de la Méditerranée, mais juste en face de la ville de Monaco, avec une quantité incroyable, une grande richesse de corail rouge, noir et des gorgones. Vraiment une situation singulière, unique pour la Méditerranée. Plusieurs zones ont été scrutées, étudiées en 2 temps, avec tout d'abord un sonar qui cartographie les fonds marins, indique la typologie du fond ainsi que la profondeur de chaque endroit traversé. Puis un mini sous-marin descend jusqu'à 320 mètres de profondeur et transmet en temps réel les images des fonds marins. On a la possibilité d'utiliser des méthodes d'instrumentation qui est vraiment innovative, qui permet de faire en temps réel des cartes de la distribution de profondeur et ensuite aller mettre à la mer une rove, et c'est un petit sous-marin guidé par la surface qui nous permet de prendre des images d'haute définition sur tous les espèces et les peuplements qui vivent sur les fonds. Ces images permettent de découvrir les espèces qui vivent dans les fonds marins, mais aussi de voir les dégâts causés par exemple par les ancres et les chaînes des bateaux, avec ces impressionnants sillons dans la vase, avant d'établir, pourquoi pas, de futures zones protégées. La journée n'est pas finie pour toutes les équipes de Ramoge, direction la France, au large de Ramatuelle pour 2 nouvelles zones d'expédition, le haut fond du Méjean et le banc de la New Largue. 3 jours après son match de barrage aller de la Ligue des Champions, l'AS Monaco retrouve le quotidien du championnat ce samedi avec un déplacement à Toulouse dans le cadre de la 3e journée. Et après la défaite de mercredi soir à Valence, Leonardo Jardim a prévu de procéder à plusieurs changements. L'entraîneur s'en est expliqué lors de sa conférence de presse d'avant-match. C'est très difficile de jouer 8 matchs pour le mois d'août. C'est difficile de jouer 8 matchs pour le mois de novembre et octobre. Mais août, c'est très difficile parce qu'on vient de pré-saison et après 8 matchs infilés. C'est très difficile. Le joueur n'est pas à 100% maintenant, mais il n'est pas notre joueur, tous les joueurs de le monde. Il n'est pas facile. Il a besoin de faire une gestion de l'équipe pour essayer de jouer les matchs à 100%. Et pour jouer à 100%, on a besoin de faire changement pour les matchs. Oublier la défaite à Valence et se concentrer sur Toulouse, c'est l'objectif de Leonardo Jardim qui a d'ores et déjà annoncé qu'il allait faire 4 ou 5 changements dans son 11 de départ. Le technicien portugais estime que le temps est venu de lancer de jeunes joueurs. Je crois que les jeunes qui arrivent et les joueurs qui arrivent sont joueurs avec qualité, besoin de temps, mais en même temps besoin de prendre les responsabilités. C'est facile dire pourquoi l'opportunité n'est pas arrive, mais quand elle arrive, je parle toujours. Le foot, c'est ça. Il a besoin de travailler toujours bien parce que l'opportunité arrive vite. Parmi ces jeunes susceptibles de connaître leur première titularisation cette saison, Almamy Touré. Il pourrait occuper le flanc droit de la défense. Almamy Touré a fait le déplacement mercredi à Valence, mais il est resté sur le banc. Le coach nous a parlé, il nous a dit qu'il allait donner la chance à certains joueurs. Donc c'est à nous de la saisir, d'être performants. S'il compte sur moi de nouveau, ça sera moi d'être performant. Tu avais un peu disparu de la circulation depuis le mois de février. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus joué, mais bon, si le coach il a décidé de faire des choix comme ça, il faut respecter.
D'autres joueurs comme Guido Carrillo, Stéphane El Shaarawy ou encore Tiemoue Bakayoko pourraient eux aussi débuter contre Toulouse, une équipe qui la saison dernière avait bien réussi à l'AS Monaco. Les Monégasques s'y étaient imposés 2-0 et espèrent y voir une nouvelle fois la vie en rose pour emmagasiner de la confiance avant le match retour des barrages de la Ligue des Champions mardi au Stade Louis II. En bref, dans l'actualité, des images impressionnantes d'un record réalisé par 102 parachutistes européens et parmi eux, l'on pouvait compter 2 monégasques. Pour la première fois, la figure de la Compass Box a été réalisée avec une aussi grande formation. Cela s'est produit le 7 août dernier à Klatovy, en République tchèque. Un an après leur exploit de la figure diamant, je vous laisse admirer ces images spectaculaires. Il y a 3 siècles, la destinée de Granville et de la principauté était scellée par un mariage princier. En effet, en 1715, la princesse Louise-Hippolyte de Monaco épouse Jacques de Matignon, comte de Torigny, baron de Hamby et gouverneur de Granville et des îles Chausée. Un mariage qui permet aux Grimaldi de maintenir leur nom sur le trône grâce à l'engagement du marié d'abandonner son propre patronyme. 300 ans plus tard, c'est donc pour célébrer ce tricentenaire que le prince Albert II s'est rendu dans le département de la Manche, sur l'un des fiefs de ses aïeuls. Outre ce lien historique, la commune de Granville partage avec la principauté des similitudes géographiques. Plus de 1200 km les séparent, mais le Roc et la station balnéaire de la cité portuaire évoquaient à l'époque pour les visiteurs une forte similitude qui valut à Granville le surnom de la Monaco du Nord. Il était naturel pour nous de faire un courrier au prince Albert pour lui proposer un jumelage entre bien évidemment la principauté et la ville de Granville. Donc nous avons fait un courrier dans ce sens-là qui a été remis par Chris Lane, une photographe, lors d'un tournoi de tennis à Monaco. Et très gentiment et très rapidement, le palais nous a contactés pour nous dire qu'effectivement il n'y aurait pas de jumelage, mais qu'éventuellement on pouvait travailler ensemble, et notamment sur une exposition avec une thématique sur le tricentenaire des Matignon et des Grimaldi. Ces 2 jours de visite ont débuté par un accueil à la mairie de Granville. Dominique Baudry, accompagné du président du conseil départemental Philippe Bas, ont offert au souverain une réception à l'hôtel de ville, en présence du conseil municipal, d'élus et d'acteurs socio-économiques de la région. Après une visite de la caserne Bazeille située dans la Haute-Ville, la délégation a rejoint à pied la place Cambernon afin de dévoiler une plaque commémorative à poser sur la façade de l'hôtel des Matignon. Le souverain a pu rencontrer les Grandvillais et les remercier pour leur accueil lors de son discours. C'était une visite très belle, très émouvante aussi, comme toutes les visites dans les anciens lieux de mes ancêtres. Mais je crois qu'il y a eu un accueil, vous l'avez vu, extrêmement chaleureux et d'une grande sympathie. Et c'est vrai que c'est un lieu particulier, Granville, et ce port de pêche qui a une histoire très particulière et très liée à la mer. Et puis l'aspect même de la vieille ville de Granville rappelle, bien entendu, un petit peu le rocher de Monaco. Et donc cette Monaco du Nord était, comme elle a été nommée au XIXe siècle, je crois, a un lien tout à fait particulier avec ma famille et avec Monaco. Le souverain a ensuite continué son parcours à pied à la rencontre des locaux et touristes venus spécialement pour l'occasion. Le prince Albert II n'a pas hésité à se prêter au jeu des autographes et des photos souvenirs avec la foule avant de gagner le musée d'art moderne Richard Anacréon où il a inauguré l'exposition 1715-2015 Granville Monaco rêver l'histoire.
En fin d'après-midi, la délégation s'est rendue à Amby pour une visite de l'impressionnante abbaye en présence de Bernard Beck, le propriétaire des bâtiments conventuels. Amby était l'une des nombreuses possessions des Grimaldi-Matignon. Le souverain est attaché à se rendre dans les différents lieux liés historiquement à sa famille. Le lien entre Monaco et Granville est double. Il est d'abord historique. Les Matignon, donc ancêtres du prince souverain, ont été gouverneurs de Granville pendant plus de 2 siècles, de la fin du XVIe siècle jusqu'à la Révolution française. Et puis, particularité de Granville, parce qu'il y a une similitude de lieux topographiques, un roc, un rocher, parce qu'aussi Granville et Monaco ont connu le même destin touristique de station balnéaire à la fin du XIXe siècle, eh bien on a baptisé Granville Monaco du Nord. Donc il y a presque une gémellité entre les deux villes et évidemment c'était un élément supplémentaire pour le prince souverain de se rendre évidemment à Granville cette année du tricentenaire du mariage entre les Matignon et les Grimaldi. Le mardi, la délégation monégasque s'est rendue sur les îles Chausée. C'est à bord du célèbre terre-neuvier le Marité qu'ils ont navigué jusqu'à la plus grande île de l'archipel. Le voilier a jeté l'ancre en fin de matinée. Le tour de Chausée était organisé et commenté par Stéphane Thévenin, conseiller municipal, et son frère Jean-Marie Thévenin, historien. Une visite de l'île qui conclut ce séjour sur les terres de ses ancêtres normands. Johan Cretén, cet artiste belge, présente au pavillon Bozio un ensemble d'œuvres issues de ses séries les plus emblématiques, parmi lesquelles les bustes fleuris Odor di Femmina, les vagues pour Palissy ou encore les colonnes révolutionnaires, ainsi que des œuvres encore inconnues du public. Si l'on regarde de plus près, on peut découvrir des cyprès, fougères, poulpes, serpents ou encore la représentation de parties du corps féminin, chacun son interprétation. Il a fallu environ 6 mois à 2 ans de travail pour chaque œuvre. Je pense que les sculptures doivent être des mystères. Donc je pense que vraiment il faut offrir quelque chose au spectateur qui est beau, qui accroche et qui après s'ouvre comme une fleur. À travers le temps, on découvre d'autres aspects juste en tournant autour de l'œuvre, mais aussi en pensant à ce qui est présenté comme un être. Moi je pense que c'est comme des personnes qu'on rencontre. Ce n'est pas la première fois que je vais vous dire qui je suis. Les œuvres, c'est pareil. Donc j'adore la rencontre entre un visiteur et une sculpture. Johan Cretén est aujourd'hui considéré comme l'un des précurseurs du renouveau de la céramique aux côtés de Thomas Schutz et Lucio Fontana. L'importance de l'expo est la matière de la céramique. Quand j'ai commencé à faire des œuvres d'art en céramique dans les années 80-90, c'était tabou dans le milieu de l'art contemporain. Donc pour l'école d'art, c'était important de montrer aux jeunes artistes qu'aujourd'hui que la céramique est vraiment à la mode, qu'il y a des gens qui ont un peu ouvert cette matière à l'art contemporain. Et donc on a voulu dans l'expo montrer un peu toutes les différentes possibilités de cette matière dans mon travail. La majeure partie de l'exposition est à découvrir jusqu'au 30 août au pavillon Bozio. En revanche, une œuvre de grande dimension en bronze appelée Why Do Strange Fruits Always Look So Sweet est également exposée en parallèle au Jardin exotique de Monaco. C'est un lieu incontournable, un lieu d'évasion. Depuis plusieurs années, le Bouddha Bar a su s'imposer et se différencier par sa griffe. Il est désormais présent dans une vingtaine de villes dans le monde. On peut notamment le retrouver à Paris, Mexico, Dubaï, Moscou ou encore Manille. C'est en 2010 que les dirigeants décident d'ouvrir un Bouddha Bar à Monaco dans cet écrin magique, une ancienne salle de concert créée en 1911 où se mêlent histoire et exotisme. En 5 ans, l'établissement monégasque aura réussi à se démarquer de ses frères en se classant dans le top 3 des Bouddha Bars dans le monde, une consécration. Le succès, il est dû avant tout à la principauté. Déjà, c'est un nom qui parle au niveau national et international. Il est dû au sérieux des équipes. Donc on a quand même la Société des Bains de Mer derrière nous, qui nous épaule, qui nous aide au quotidien. Donc c'est vrai qu'on est un peu privilégié peut-être par rapport à certains, mais on le rend bien et je pense que tous les jours, les clients sont des clients fidèles qui reviennent toute l'année, 12 mois par an.
Et on a une qualité, on va dire, de sushi et de cuisine fusion qui est exceptionnelle, voilà, grâce à nos deux chefs. C'est en effet en partie grâce à un menu hors norme que le Buddha Bar a su se faire une réputation gastronomique. Les deux chefs, Eric Guillemot et Gianfranco Brugaletta, proposent une cuisine créative, subtile et unique. On a une salade de homard un peu à la coréenne, on a un bœuf sauté à la chinoise, on a un black cod façon un peu japonaise. Voilà, ce genre de plat qu'on peut fusionner. Vous, chef, donc votre spécialité, le sushi, c'était normal de retrouver le sushi au Buddha Bar, hein. Oui, c'est assez mixé le sushi que je fais. Je suis d'origine hispanique, de Sud-Amérique, donc j'ai introduit beaucoup de produits et des épices et des goûts latino-américains, aussi italiens, et un peu international. Je rajoute beaucoup de fruits. Et j'ai des plats avec de l'huile de truffe, par exemple. J'ai des plats avec piment mexicain et mango. J'ai des plats avec bacon. J'ai des plats avec prosciutto. C'est un mix, mais bien fait, avec la technique japonaise. Et pour les 5 ans du Buddha Bar Monte-Carlo, un menu spécial Happy Five était à la carte, un menu reprenant tous les plats qui ont fait le succès de l'enseigne. Des animations tout aussi différentes qu'inattendues se sont également invitées à table pour un anniversaire inoubliable. Avant de refermer ce journal, je vous propose un moment de poésie avec le ballet Tot de la chorégraphe russe Alla Duova. Un show spectaculaire qui clôturera cette saison 2015 du Monte Carlo Sporting Summer Festival. Nous refermons ce journal avec un aperçu de la météo de ces prochains jours. Samedi, le temps restera bien estival, large soleil avec une légère brise de mer dans la journée. Il fera 23 degrés au lever du jour et 28 degrés dans l'après-midi. Pour les baigneurs, la température de l'eau sera de 25 degrés. Dimanche, le soleil sera moins clément, déclin progressif du soleil, apparition de nuages orageux et risque d'averses en soirée. Il fera jusqu'à 26 degrés au plus chaud de la journée. Lundi, le temps restera incertain, risque de courtes averses orageuses. Les températures seront en baisse. Et finalement mardi, le soleil sera de retour. Les températures seront très clémentes avec 20 degrés dans la matinée et 26 degrés dans l'après-midi. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.